La plupart des gens, vous me connaissez, mais quand même, pour ceux et celles qui l'ignoraient, je préside l'Association de la quincaillerie et des matériaux de construction. Je dirige aussi une autre organisation qui s'appelle Bienfait ici, Well Made Here, qui est une corporation pan-canadienne dont le mandat est de faire la promotion des produits fabriqués ici au pays pour le résidentiel. Dans une vie antérieure, j'ai été longtemps à l'international, notamment comme président du Forum francophone des affaires, pour lequel j'organisais des missions aller, des missions retour avec le politique de différents paliers, euh, essentiellement dans la cinquantaine de pays de la francophonie, mais aussi ailleurs. Alors, bienvenue tout le monde. On peut revenir à la première diapo parce que ça va nous rappeler euh, pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. L'international comme planche de salut aux besoins de main-d'œuvre. Alors, est-ce qu'il y a pénurie ou il y a rareté de main-d'œuvre? Les journalistes s'obstinent un peu sur la sémantique. Je pense que c'est clair qu'il y a plein de membres qui nous disent qu'ils ratent des contrats parce qu'ils n'ont pas assez de main-d'œuvre pour rencontrer les besoins. Et pourtant, en ce moment, le marché est calme. Alors, il n'y a pas trop d'activité, mais on sait que ça va repartir dans le secteur de la rénovation et de la construction parce que les programmes vont être annoncés l'un après l'autre. La première mesure, c'était celle de Justin Trudeau au niveau du congé de taxes pour les grands immeubles locatifs, mais d'autres actions, d'autres politiques vont venir, c'est sûr et certain, parce que la pression en termes de crise de logement, elle est trop forte. Donc, qui dit crise de logement dit forcément on réhabilite des édifices à bureaux pour les transformer en logements. On rénove des trucs qui sont un peu trop taudis pour les rendre disponibles. Et puis, on construit et du locatif et de l'unifamilial. Et puis, sans parler du commercial puis de l'institutionnel, les écoles, les maisons d'aînés. Alors, il va y avoir de l'activité. Ça va chauffer dans les scieries, dans les manufactures. Il va recommencer à y avoir de l'achalandage dans les quincailleries, dans les centres de rénovation. Et puis, au fur et à mesure que les taux d'intérêt vont se réduire aussi par le signal de la Banque du Canada, on parle quoi d'ici dans un horizon de 6 à 12 mois, là aussi, ça va, comment dire, on va tous en profiter. Il faut être prêt, il faut avoir du monde. Et puis, il faut avoir des talents. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous un expert et une experte qui sont vraiment extrêmement compétents et qui ont une expérience à vous partager des conseils et puis qui peuvent aussi vous accompagner, on va le voir dans la dernière partie du webinaire. S'il y en a parmi vous qui sont prêts, qui veulent lever la main, qui disent ben, j'ai le goût de me faire accompagner, on se lance dans l'aventure internationale, ou on l'a fait dans le passé, mais tout seul, puis on s'est senti un peu, comment dire, perdus. Alors, ils vont, à la fin de la présentation, vous proposer leur service. Mais d'abord, on va échanger sur des informations, sur des perceptions. Et puis, on va répondre à vos questions au fur et à mesure que vous en avez. Alors, ce qui me permet de vous dire que, avant de laisser la parole à nos deux experts, que vous pouvez par le chat, je me souviens plus c'est quoi le mot français pour chat, boîte de dialogue, j'imagine. Oui, bon, voilà. En fait, on espère que vous allez adresser vos commentaires et vos questions. Comme animateur, je vais m'assurer de jeter un œil sur cette petite boîte-là régulièrement. Alors, n'hésitez pas à faire vos commentaires, à poser vos questions. L'autre élément que je tiens à vous souligner, c'est que pas besoin de prendre des notes parce que là, cette présentation PowerPoint et l'enregistrement, donc les deux vont vous être rendus disponibles à la fin de la journée aujourd'hui. Et il y aura aussi des hyperliens qui vont donner une réalité augmentée à cette présentation. Donc, ne vous cassez pas la tête. C'est sûr qu'on vous promet avant de souper, vous allez avoir et le PowerPoint et la vidéo. Cela étant, j'aimerais peut-être vous partager quelque chose d'un peu comique. Je remarque que presque tous les participants sont en fait des participantes. Je savais que les RH attiraient plus le genre féminin que le genre masculin. D'ailleurs, est-ce que j'ai le droit de parler de genre en 2023?
posons-nous la question. En fait, je le fais. Mais il y a Stéphanie, Audrey, Isabelle, Audrey en fait 3 fois. 3 Audrey, Catherine, Marie-Lou, Sabrina, Ève, Jessica, Joanie, Carole. Mais il y a heureusement Serge, Marc, Gabriel, William pour sauver la mise masculine. Mais si vous avez des commentaires à faire là-dessus, est-ce que l'international est aussi une histoire de filles ou bien c'est plutôt le mot-clé, c'est qu'on parle de RH, puis ça reste quelque chose qui est plus populaire chez les femmes que chez les hommes. N'hésitez pas à me faire part de commentaires sur cette question. Ce qui m'amène à vous commenter le déroulement. Je vais d'abord vous dire un mot sur pourquoi on organise ce webinaire. Il y aura l'exposé, ou en fait les exposés, vous pourrez poser des questions à nos 2 experts. Ils vont vous proposer une démarche d'accompagnement et puis on va faire une revue des différentes subventions qui sont disponibles. Et en bonus, on va vous révéler 2 projets qu'on a pour 2024 qui touchent exactement le thème de la présentation d'aujourd'hui. Pourquoi l'ACMAT s'intéresse à l'international? Mais parce que vous y intéressez de plus en plus. La semaine dernière, j'étais à Yamachiche à la Compagnie du Chêne et juste avant, j'étais à Richibouctou, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, au Nouveau-Brunswick, pour visiter le siège de Impérial. Et les 2 entreprises ont en commun déjà de regarder et même d'avoir un pied dans l'international pour pallier au manque de main-d'œuvre ou de talent qu'ils peuvent trouver dans leurs régions respectives. Et puis, on va voir dans la rencontre d'aujourd'hui que d'attirer, ce n'est pas tout. C'est la moitié du problème qui est résolu. L'autre moitié, c'est aussi de les retenir. Et puis, ces 2 entreprises me faisaient part quand même de leur comment dire, concern, c'est-à-dire des enjeux qu'ils avaient avec le fait qu'une fois qu'un immigrant arrive, pour qu'il reste surtout en région éloignée, il y a quand même beaucoup de travail à faire de la part de l'entrepreneur puis de la firme qui l'accompagne. Alors sinon, je ne dis pas que c'est un coup d'épée dans l'eau, mais c'est tellement compliqué et coûteux l'internationalisation du recrutement, qu'en quelque part, il faut essayer de les garder, ces employés-là, le plus longtemps possible. L'ACMAT se penche aussi sur cette question parce que c'est écrit dans notre plan triennal d'activité 2022, 2023, 2024. Il y a 2 éléments que je vous partage. C'est-à-dire qu'il y a la question de la pénurie ou de la rareté de main-d'œuvre. On s'est dit qu'on allait prioriser ce problème. Et puis ensuite, il y a notre promesse d'organiser une activité durant ces 3 ans à l'international. Au lieu d'en livrer une, on va en livrer 2. Ce sera le dernier mot de la journée tout à l'heure. Alors, sans plus attendre, on peut avancer et puis regarder qui est l'un de nos 2 intervenants. Un mot sur la firme qu'il a créée en 2016. C'est un cabinet de conseil stratégique dont la vocation première est d'accélérer la croissance des petites et moyennes entreprises. Ils ont des bureaux ici, bien sûr, à Montréal, mais aussi à Hanoï, au Vietnam, à Casa, au Maroc. Et puis, ils sont là pour créer de la valeur, créer des opportunités commerciales pour vous sur différents marchés domestiques, mais marchés extérieurs, pour vous aider à trouver le financement qui est nécessaire pour vous accompagner, de vous mettre en relation avec les meilleurs talents, puis avec des partenaires, des porteurs de projets, et puis surtout de réduire vos risques. De réduire vos risques au développement international, puis en particulier au recrutement de ressources qui viennent de l'étranger. Tout ça dans la conformité commerciale et puis des meilleures pratiques. Alors, Rémi, vous voyez quelques mots sur son background et puis en dessous de son nom, il y a énormément de lettres et d'initiales, mais j'ai l'impression que sans plus tarder, je peux lui laisser la parole, puis ensuite, je vous présenterai sa collègue Alicia. Alors, Rémi, je te cède le micro. Merci beaucoup, Richard, d'abord pour ton accueil, pour ta confiance, de nous de nous donner l'opportunité de pouvoir présenter notre savoir-faire et ce qu'on considère étant comme de la valeur concrète qu'on apporte aux entreprises ici aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là.
On a un programme assez ambitieux pour le temps qui est devant nous. Évidemment, ça va être un bon survol avec des bons concepts, les principaux éléments qu'on va regarder ensemble, sur lesquels on devrait tous se préoccuper lorsqu'on fait du recrutement à l'international. Vous allez le voir, on va parler euh, de pourquoi est-ce qu'on devrait aller à l'international. Richard a un petit peu touché de ça, au niveau de pénurie, rareté et croissance et ambition. Mais on a aussi certaines statistiques qui vont venir appuyer ces éléments, et en particulier pour vous, PME, qui êtes en région, qui ont un double défi, un défi d'attirer, mais aussi de retenir. On regardera ça ensemble. Moi, de mon côté, je vais vous parler de tout ce qui est le processus de recrutement. Alicia, elle va vous parler dans quelques instants aussi de son étude, des meilleures pratiques qu'elle a identifiées dans le cadre de sa recherche qui a été financée par le gouvernement fédéral et appuyée par le gouvernement du Québec. On peut peut-être juste l'illustrer très rapidement. Donc, on est très heureux de l'avoir dans notre équipe. Euh, et comme tu l'as bien mentionné, Richard, attirer, c'est une chose, mais retenir, c'est l'autre partie de la bataille. Et pour les PME en région, c'est encore beaucoup plus complexe, malheureusement. Et c'est important de comprendre c'est quoi les formules gagnantes, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour s'assurer que les gens soient bien, qui contribuent de façon positive au développement de l'entreprise, mais aussi de leur région, parce que c'est pas juste un travail, c'est une place, c'est une contribution à la communauté. Donc, comme vous pouvez le voir, on a eu une tournée en juin dernier dans le cadre d'une activité qui était appuyée par le gouvernement fédéral dans le cadre du Centre des compétences futures, l'Université Concordia aussi, mais aussi un certain nombre d'acteurs économiques comme la Chambre de Québec, la Chambre française, la Chambre de Lévis, à Sept-Îles, mais également avec Davy. Donc, Alicia, je pense que tu as rencontré la ministre Fréchette. Je crois que si elle a accepté de prendre ces photos, c'est que tu as dit des choses pas trop bêtes. Euh, donc, merci de nous partager un petit peu ton expérience. Oui, bonjour. Donc, merci en premier lieu, Richard, d'avoir organisé cet événement-là, et je suis très contente de pouvoir partager mon étude qui a été financée par le Centre des compétences futures et appuyée par les diverses chambres de commerce en région ainsi que le chantier Davy Canada. Et je suis directrice de projet au groupe Engram, mais je suis aussi responsable des RH. Donc, ma recherche vraiment marie la pratique avec la recherche. Donc, ce n'est pas juste Alicia qui est dans une tour d'ivoire. Et puis, je pense que vous avez tout dit déjà et je ne vais pas tarder pour arriver to the good stuff, the meat de la présentation. Vous me pardonnerez, je suis trilingue, polonais, anglais, français, donc finalement, je mélange un peu de tout, mais c'est important pour moi de pratiquer mon français et de m'améliorer. Donc, je vous remercie de votre patience. Donc, oui, là, c'est une petite carte géographique, juste pour vous dire les 3 bureaux, Canada, Maroc, Vietnam. On est capable de vous accompagner sur ces 3 pays. Pourquoi? Donc voilà, comme vous êtes tous au courant, je ne vais pas m'attarder trop sur les statistiques, mais vous le savez déjà, il y a une pénurie de main-d'œuvre, ou bien, comme Richard l'a bien noté, de la sémantique, pénurie, rareté. Il y a plus d'1 million de postes à pourvoir au Canada, plus de 250 000 postes au Québec. Le taux de chômage est très, très bas en ce moment. Dans la grande région de la capitale nationale, on est à 1,7 %. Ça, c'était en avril 2023. Et les 3 industries qui ont la plus de difficultés de trouver des travailleurs sont justement dans la construction, les manufacturiers et tout ce qui est hébergement et restauration. Et c'est pour cette raison-là que le gouvernement fédéral a dit, bon, ben, il faut augmenter le seuil d'immigration, et puis leur objectif, c'est 500 000. Notez que dans les dernières 10 années, ça a augmenté, c'est presque le double de ce qu'on essayait d'attirer il y a 10 ans. Au Québec, l'objectif, on sait qu'il y a des mouvements de 50, 40, est-ce qu'on augmente à 60? Et puis, c'est bien d'attirer tous ces gens-là, mais comme vous le savez, surtout ceux qui sont en région, la plupart des immigrants, quand on regarde du côté fédéral qui viennent au Canada, 61 % déménagent à Montréal, Toronto, puis Vancouver. Et au niveau provincial au Québec, 75 %
de ceux qui viennent au Québec déménagent à Montréal, ce qui veut dire que les entreprises qui sont en région se disent, ben, je fais quoi? Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a une augmentation très importante des travailleurs étrangers temporaires. En 2010, on disait qu'il y en avait environ 110 000 sur le territoire. C'est sûrement une sous-estime de ce qui était vraiment là. Maintenant, en 2022, ils ont estimé qu'il y en avait environ 770 000, comme quoi ça a augmenté de façon très importante. Et comme on a dit, c'est bien beau d'attirer, d'aller chercher, de faire venir, mais il faut les retenir. Il y a des gens qui disent, oui, mais moi, j'ai un visa fermé 3 ans, ils vont rester, c'est bien beau. Mais dans le cadre de mon étude, j'ai rencontré un travailleur étranger temporaire qui est venu. Il a été recruté, tout le tralala du Brésil. Et quand il est arrivé, ça ne s'est pas très bien passé. Et il est allé chercher un autre emploi. Il est allé sur LinkedIn. Il a trouvé une entreprise qui était prête à le reprendre. Ils ont fait tout le transfert de la paperasse. Et puis, tout cet investissement-là, perdu. Un autre exemple, c'est qu'il y a des gens qui disent, ah ben, je vais prendre des gens de la France, ça va être beaucoup plus simple, ils parlent en français, la culture, c'est plus ou moins la même chose. Mais finalement, non, on se rend compte que de un, c'est pas la même chose. J'ai eu plusieurs participants de France et ils ont dit, on parle la même langue, mais c'est pas la même chose. La nourriture est différente, les magasins sont différents, la façon de vivre est différente, tout est différent. Et donc, ils ont vraiment besoin d'un accompagnement qui vienne du Brésil, de la France, du Maroc, peu importe, ils ont besoin d'un accompagnement. Et puis, les programmes d'accueil, donc, quand je parle de programmes d'accueil, c'est un angle mort sur le terrain parce que tout ce qu'on sait sur les programmes d'accueil, sur les immigrants, ça s'arrête à la porte de l'entreprise. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe au moment où la personne rentre en entreprise, comment est-ce qu'on les intègre, comment est-ce qu'on travaille pour les retenir. Et puis, les programmes d'accueil sont importants parce que, pour plusieurs raisons. Un, pour les entreprises, c'est de l'argent. Ça coûte jusqu'à 40% du salaire d'un travailleur pour le remplacer, ce qui est énorme. Et si on perd, par exemple, 10 employés, on fait les mathématiques, on dit, là, ça nous coûte cher, même si on ne le voit pas directement comme des frais qui sortent comme un salaire, mais ce sont des frais quoi qui arrivent. Et c'est aussi très important parce que le programme d'accueil, c'est ça qui va permettre d'intégrer le travailleur, euh, non seulement sur le marché de travail, mais aussi dans la société. Et le travail, c'est très important. Et dans les mots d'un de mes participants immigrants, je voulais partager avec vous, c'est que pour les immigrants, l'intégration se fait par le travail. Avoir un emploi, c'est pour les responsabilités, une sorte de motivation pour pouvoir dire, regardez, je travaille, je commence à m'intégrer. Donc, le milieu de travail est vraiment très essentiel. Et comme il y a un angle mort en ce qui concerne les entreprises et ce qui se passe sur le sol, surtout chez les PME, parce que la plupart des études, ils vont regarder toutes les tailles d'entreprises confondues. Moi, j'ai dit 99,8% des entreprises canadiennes sont des PME. Donc, qu'est-ce qui se passe chez les PME? Et on sait que les PME, ce n'est pas la même chose qu'une grosse multinationale. Ils n'ont pas forcément les mêmes moyens, que ça soit financier ou bien en ce qui concerne les ressources humaines et des équipes de cette taille-là. Et les manufacturiers, en plus, ne sont pas nécessairement à Montréal. Ils sont souvent dans les régions. Exactement. Et quand on regarde les industries, la plupart des recherches sur tout ce qui est programme d'accueil, ça confond toutes les différentes industries. Ça ne regarde pas spécifiquement ce qui se passe chez les manufacturiers. Et on sait que les manufacturiers, ils ont différents besoins que, par exemple, en construction, en restauration ou en TI, etc. Et donc, voilà, c'est ça. Dans mon étude, ce que j'ai voulu faire, c'est y aller voir qu'est-ce que les PME manufacturières en région y font. Surtout qu'en région, encore une fois, il y a très peu d'études. On regarde souvent les grandes villes et pas ce qui se passe en région. Et comme Richard et Rémi ont mentionné, c'est tout un défi supplémentaire. Donc, j'ai eu la chance avec nos partenaires de recruter 4 entreprises en 4 régions différentes, une en Chaudière-Appalaches, la capitale nationale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans la Côte-Nord. Toutes des manufacturiers, toutes des PME avec 3 avaient environ 80 employés. Il y avait une qui frôlait sur la grande entreprise. Ils étaient dans les 350.
environ. Ils arrivaient, ils se rapprochaient des 400, mais ils n'étaient pas là encore. Il y avait une qui était syndiquée, 3 qui ne l'étaient pas. En tout, j'ai recruté 28 employés de tous les rangs. Donc, il y avait des directeurs d'entreprise, les RH, les superviseurs, les travailleurs immigrants et non immigrants. Et mon objectif était vraiment de comprendre qu'est-ce qui est mis en place, quelle était leur expérience vis-à-vis ce programme de l'intégration des immigrants, qu'est-ce qu'ils pensaient qui fonctionnait bien, moins bien, et puis comment est-ce qu'on peut améliorer la chose. Et Alicia, dans les trucs que tu vas nous présenter à l'instant, jusqu'à quel point c'est universel puis c'est adaptable à la réalité des commerces de détail? Parce que plusieurs des personnes qui sont, quand je regarde les profils des gens qui sont avec nous aujourd'hui, sont aussi des opérateurs de retail, de quincaillerie, de centres de rénovation. Est-ce que la plupart des trucs que tu vas nous partager peuvent être applicables à leur réalité, tu crois? oui, absolument. Je pense que beaucoup des éléments, la plupart des éléments sont applicables. Vous allez voir, je pense OK. qu'on va se rendre et on va discuter des différentes étapes. Vous allez se dire, ah oui, ça s'applique parce que c'est culture d'entreprise, le fonctionnement pour s'assurer que tout le monde est aligné et de trouver non seulement le bonheur, mais personnel, mais professionnel et comment aider les Exact. personnes à s'intégrer. Donc, vraiment, ça peut s'appliquer à d'autres types d'industries. Et donc, juste pour revenir, donc 28 employés en tout. Et ce qui différencie cette étude des autres, c'est que la plupart des études vont regarder qu'est-ce que les employeurs y font ou bien l'expérience des immigrants, mais jamais les deux en même temps de la même entreprise. Donc là, j'ai 4 Mhm. entreprises, tous les rangs, qu'est-ce que tout le monde en pense pour pouvoir vraiment comparer par entreprise et puis ce qui ressort des 4 entreprises ensemble. Comparer donc les perceptions finalement. Exactement. Mhm. Voilà. Et donc, en tout, 11 immigrants. Et puis, on peut bien se dire, Alicia, d'accord, tu as 4 entreprises, c'est bien beau. Comment est-ce qu'on sait que ça peut s'appliquer à nous ou à d'autres? Comment est-ce que c'est transférable? Et vous avez tout à fait raison de me poser cette question-là. C'était souvent des ingénieurs qui me posaient cette question d'ailleurs. Et puis, j'ai tombé sur une étude qui est sortie par le Santé Compétences Futures. Ils ont regardé différentes études qui ont été faites à travers le monde en ce qui concerne la qualité d'emploi. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ont un emploi de qualité? Pourquoi est-ce que la qualité d'emploi est importante? Ben, si on augmente le sentiment qu'on a un emploi de qualité, ça augmente la satisfaction. Quand on augmente la satisfaction, il y a plus de chances qu'on retient les gens. Et Absolument. donc, dans ce cadre-là, comme vous pouvez voir, il y a 2 pages. Ils ont identifié différents thèmes, des sous-composantes et des descriptions. Je ne vais pas vous lire tout ça, vous allez le recevoir, vous pouvez le regarder tranquillement. Et puis, quand j'ai vu ça, j'étais très excitée parce que les guides, j'ai développé 3 guides d'entreprise pour les travailleurs locaux, immigrants déjà sur place et un guide pour l'attraction, intégration et rétention des travailleurs étrangers temporaires. Et puis, quand je regarde tous ces thèmes sous-composantes, eux, ils disent qu'est-ce qu'il faut avoir. Moi, mes guides, ils expliquent comment le faire, comment le mettre en marche. Donc, comment recruter à l'international? Rémi, je te passe. Oui, mais écoute, merci, merci beaucoup, Alicia. Puis, je voulais juste peut-être commenter sur ta présentation très rapidement. C'est le type de choses qui va. Je voulais revenir justement sur les travailleurs temporaires. Souvent, on a le réflexe de dire bah, la personne, elle vient, elle a un permis de travail fermé, elle est coincée entre guillemets avec nous, et donc elle va rester avec nous quoi qu'il arrive. Et c'est pas le cas. C'est très facile de changer. Puis j'irai même plus loin pour l'avoir observé sur le terrain. Il y a des entreprises qui vont se spécialiser un petit dans le maraudage et vont attendre que d'autres entreprises comme vous vont faire l'effort de faire venir les travailleurs étrangers au Canada, au Québec. Vous allez payer tous les frais d'immigration. Vous allez faire l'effort de venir les chercher à l'aéroport, d'aller à l'épicerie. Mais eux, je les appelle malheureusement un peu des prédateurs, ils vont chercher la faille, puis ils vont sauter dessus. Pour eux, ils vont économiser le temps. La personne, elle est déjà arrivée et ils vont faire la démarche pour la récupérer. Donc, ce que tu parles, Alicia, c'est très important et ça l'est encore plus pour ce type de recrutement. Donc, je Et pense que aussi, j'aimerais rajouter juste un petit exemple. Dans la Côte-Nord, ce qui se passe, c'est que les employés
Je pense que ça se passe un petit peu partout, mais c'est vraiment beaucoup plus intense dans la Côte-Nord. Les employés, ils ne cherchent pas forcément un emploi et ils sont sollicités 5, 6, 7, 10 appels par semaine par des chasseurs de tête sur leur téléphone privé. J'ai eu un participant qui a eu une offre d'emploi. On lui offrait 50% plus que ce qu'il gagnait, puis il gagnait déjà bien sa vie là où il était. Comme quoi, c'est très intense. Mais il n'a pas, juste pour dire, il n'a pas pris le poste. Pourquoi? Il a dit l'argent, c'est pas tout. Il a dit, Ouais. moi, j'ai une famille et où je suis, ça me donne des opportunités que j'aurais pas là-bas malgré l'argent. Et puis, ils m'accommodent, ils sont prêts à m'aider avec tout ce qui est ma famille. Comme quoi, oui, l'argent compte, but it's not everything. Justement, C'est bien dit. voilà, tout à fait. Merci, merci beaucoup, Alicia. Donc, recrutement international, comment recruter à l'international? Donc, c'est une question complexe que j'ai essayé de regrouper autour de 4 thématiques qui vous concernent. La première, c'est qui peut faire une demande. La seconde, c'est quel type de poste, les processus et exigences et combien de temps. En ce qui concerne qui peut faire une demande, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut faire une demande. Toute entreprise peut déposer une demande. Vous pouvez le faire vous directement ou vous pouvez engager une firme pour vous aider à trouver la personne. Ce qui est bien important de garder à l'esprit, c'est que euh, c'est à vous, employeur, de prendre la responsabilité financière du recrutement. Vous ne pouvez pas charger, par exemple, votre futur collaborateur ou futur employé pour des services euh, lorsqu'il est à l'étranger. Donc, c'est vraiment vous qui prenez la responsabilité de le faire venir. C'est une obligation légale. Cela Est-ce étant que ça dit, veut dire, Rémi, ça veut dire que si je trouve quelqu'un qui nous écoute, nous, on va faire beaucoup pour toi, mais paye ton billet d'avion et puis tu es le bienvenu, on t'offre un poste, ça, c'est pas moral ou c'est pas légal? c'est une très bonne question. Ça anticipe en fait une des Oui. diapositives. Je pense que c'est le bon moment de le poser. Euh, Au niveau des billets d'avion, un élément qui va être mis de l'avant, c'est le niveau de salaire. Est-ce que cette personne-là est un bas salaire ou un haut salaire? Si elle est considérée comme étant un bas salaire dans sa catégorie d'immigration, vous avez l'obligation de lui offrir un billet d'avion aller-retour. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, vous faire un aller, un retour plus tard, mais comme elle est considérée comme étant un bas salaire et qu'on veut au maximum du possible protéger le collaborateur qui quand même se déracine, vient dans un pays qu'il ne connaît pas, a peu de moyens pour subsister, on veut lui donner la possibilité de pouvoir rentrer. Donc ça, c'est une obligation légale pour les bas salaires. Pour les hauts salaires, il n'y a pas cette obligation-là. Mais là, ça se rejoint avec ce que tu viens de dire, Richard, c'est est-ce que une entreprise, est-ce que du point de vue du collaborateur, qu'une entreprise nous offre un accompagnement pour le billet d'avion et nous rendre sur place, de nous accueillir à l'aéroport, de s'occuper du logement, c'est pas des obligations, mais ça marque des points. Le collaborateur, il va se sentir bien accueilli et bien apprécié. On aura de toute façon l'occasion L'expérience employée. oui, l'expérience employée. On aura Ah l'occasion oui. donc, qui peut faire une demande? C'est tout le monde, Oui. mais la responsabilité est au niveau de l'entreprise. Et puis, je vais vous donner des cas de figure un peu plus loin sur, vous avez probablement des questions sur le logement, vous avez probablement des questions sur les habits d'hiver, sur les outils, etc. Vous allez voir, on va l'aborder, vous aurez certains éléments de réponse. Christelle, peut-être pour quel type de poste? Donc, dans le merveilleux monde du recrutement international, il y a plusieurs types de programmes qui vont nous permettre de faire venir des travailleurs. Euh, et ce qui est bien important de garder, c'est de regarder à l'esprit, c'est que dépendamment du type du programme qu'on va choisir, euh, le programme va avoir des conséquences et des exigences différentes sur le processus de recrutement. Donc, par exemple, je vais prendre le programme de mobilité internationale, qui est un programme talents mondiaux. Euh, Dans ce cadre de ce programme-là, la plupart des postes qui se qualifient à ce programme peuvent être entre guillemets, livrés ou arriver au Canada beaucoup plus rapidement que les autres programmes. Ils peuvent être là d'ici en 3 mois plutôt qu'en 8 mois. Par contre, l'exigence linguistique et l'exigence de salaire va augmenter. Donc, la première des questions qu'il faut se poser, c'est, selon le type de poste qu'on a en tête, c'est quoi le programme qui correspond le mieux
à mon processus de recrutement. Donc, vous en avez plusieurs, j'en ai mis quelques-uns à l'écran. Nous, on va plutôt se concentrer sur le programme des travailleurs étrangers temporaires, mais sachez que l'exigence linguistique va varier, la maîtrise du français, elle va varier selon le niveau d'emploi que vous allez, que vous offrez. Donc, lorsqu'on entend beaucoup dans la presse aujourd'hui des débats qui sont en passant qui sont très pertinents, à savoir quel niveau de français est-ce qu'on veut que les gens maîtrisent lorsqu'ils viennent au Québec, sachez que c'est pas mur à mur niveau Molière puis et philosophie. Ça va. On veut qu'ils s'expriment en français, mais un soudeur, par exemple, ou un commis de travail n'a pas forcément besoin de pouvoir écrire de façon bilingue en français comparativement à un ingénieur. Je donne juste un exemple pour illustrer, c'est vraiment aux extrémités, je le conçois. Aussi, certains types de postes vont être sur une liste de professions admissibles au programme simplifié. Pour vous donner une autre piste, qu'est-ce que c'est que cette liste-là? En fait, c'est une série de métiers qui est mise à jour chaque année par le gouvernement du Québec. On a aussi une liste similaire au niveau du Canada qui dit que dans ces métiers-là, c'est déjà démontré qu'il y a une pénurie ou une rareté de main-d'œuvre, employez le terme qui vous convient le mieux. Et par conséquent, l'obligation d'affichage du poste ne s'applique pas. La plupart des métiers vont exiger que la plupart des métiers qui rentrent pas dans la liste des professions admissibles au programme simplifié vont exiger on a démontré qu'on a fait une recherche pendant 30 jours au Québec ou au Canada pour trouver les postes correspondants. Lorsqu'on est dans les programmes simplifiés, ça ne s'applique pas. Ok, Christelle, juste peut-être, je sais que j'ai été un peu rapide, excuse-moi. Aussi au niveau des normes professionnelles, c'est assez important parce que dans certains éléments de la construction, ça peut être exigé. Chaque poste, en fait, est régi par différentes normes professionnelles. La plupart des normes professionnelles vont permettre que quelqu'un qui vient de l'étranger arrive au Canada ou arrive au Québec, vienne sans forcément avoir la norme correspondante. Par contre, l'employeur va s'engager à accompagner cette personne pour acquérir les normes. Donc, dans le domaine de la construction, ça veut dire qu'on peut faire venir des gens, mais avant de les envoyer dans le chantier de la construction, il va falloir s'assurer qu'ils rencontrent leurs exigences lorsqu'ils arrivent sur place. C'est quand même, il y a des nuances que je veux apporter, mais de toute façon, ça c'est les cas spécifiques. Notre rôle ou les rôles de vos partenaires gouvernementaux, avocats, spécialistes d'immigration, c'est vraiment de vous aider dans ces choix stratégiques-là. Et nous, on est capable de le faire aussi. Je voulais juste attirer votre attention. Puis le dernier point sur le permis de travail fermé sur 3 ans, c'est qu'il est renouvelable. Une personne qui est là sur 3 ans, elle peut réappliquer. Et selon certaines conditions, ça peut aussi conduire à la résidence permanente. Je dis certaines conditions, c'est vraiment un langage de juridique ici, sur lequel je ne vais pas m'aventurer, mais je voulais juste vous alerter aux différentes pistes. Donc, mais si tu permets, quelqu'un me pose une question, puis oui, ça s'adresse à vous deux en réalité. Plus on aide le nouvel employé étranger à être confortable avec le français et avec le français d'ici, plus on met de chance de son côté qu'il reste aussi avec nous. Parce que si on crée un ghetto linguistique, plusieurs personnes viennent d'une même communauté, d'un même pays, peu importe lequel, ils parlent espagnol ou ils parlent chinois, et puis ensemble, ils vont de façon naturelle se tenir ensemble. On comprend, on ferait comme eux. oui. Mais si on veut qu'il y ait aussi une greffe qui se fasse avec l'ensemble du personnel local et puis avec la communauté d'accueil, il faut mettre tous les efforts pour que ces gens-là puissent un jour s'exprimer en français, même si c'est pas au jour 1. Je me trompe ou il faut viser cet objectif? Alors, absolument, faut viser cet objectif. Puis je vais laisser peut-être Alicia commenter là-dessus, puis j'ajouterai. Vas-y, Alicia. Ben, en 2 temps, du côté scientifique, j'ai tombé justement sur un article récemment qui disait que les immigrants qui sont dans un milieu de travail qui est bien diversifié, où il n'y a pas un ghetto entre guillemets, ils vont se franciser beaucoup plus facilement, de un. De Ouais. deux, on passe 8 heures par jour où? Au travail.
Si on ne pratique pas le français au travail, c'est pas une fois par semaine au IGA en disant bonjour au caissier ou la caissière qu'on va apprendre le français. Dans Non. mon étude, j'avais une entreprise qui a décidé de recruter uniquement d'un seul pays et c'est exactement le problème qu'ils ont eu. La moitié de la masse salariale vient d'un pays et dans la salle de repos, ils sont d'un côté et les Québécois de Souchon de guillemets, ils sont de l'autre côté, puis il y a très peu qui communiquent entre eux et puis ça va créer beaucoup de friction et de la difficulté à avancer. Donc, à ce niveau-là, oui, Donc, recruter de différents pays diversifiés. Et je comprends que d'un côté, on va dire, oui, mais s'ils ont une communauté coethnique, ça va leur permettre de s'intégrer socialement. Oui, mais en dehors du travail. Au travail, ça va créer des problèmes. Ça peut faciliter, je nuancerai peut-être un petit peu, mais ce qu'on suggère, c'est de mélanger les équipes. En tout cas, c'est de mélanger les équipes sur les postes de travail, mettre différentes langues. Puis l'autre point, c'est au niveau de la francisation. Entre le Oui, moment où c'est vous allez ça. faire... C'est une nuance à faire entre aller chercher, se limiter au bassin francophone, puis avoir des mesures dans notre entreprise où on va prendre quelqu'un, peu importe la langue dont il parle, mais le prendre au sérieux, le fait qu'il faut que le franciser. Par exemple, est-ce que ce serait une bonne idée qu'on dit on va te payer 8 heures par jour, mais tu vas travailler 7 heures par jour, puis pendant un certain nombre de semaines, il y a 1 heure par jour où on va t'aider à apprendre le français. Est-ce que ce serait quelque chose qui serait bienvenu des deux côtés? Euh, Quant à moi, ça serait une excellente mesure, Richard. Je pense que ça ne peut qu'aider. Puis ça peut se faire en entreprise lorsqu'ils arrivent. Je pense que ça c'est très apprécié par les collaborateurs, employés quand ils seront ici. Mais j'avais envie aussi de vous dire que la francisation, elle peut commencer à l'étranger aussi. Dans le sens que à partir du moment où la personne reçoit son offre d'emploi, le processus d'immigration démarre. Le processus Ouais. d'immigration, elle va pas arriver le week-end prochain, hein. Ça va prendre entre 6 à 8 mois. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que les entreprises vont attendre, c'est normal, et la personne n'est pas forcément dans notre réalité, sur notre quotidien, donc on n'y pense pas, on dira, bah, on s'en occupera quand ils arriveront. Mais ce temps-là peut être mis à disposition autant pour faire des cours de francisation, ou autant pour faire des cours de mise au point si vous Ouais, voulez ouais. vous assurer que la personne elle rencontre vos normes, vos façons de travailler, etc. Voilà, je voulais juste le signaler. Par rapport à ça, je ne vais pas trop plonger là-dedans. Ça va devenir de toute façon vos deux outils favoris lorsque vous commencerez à faire du recrutement à l'international. Euh, c'est le code CNP. Juste une petite seconde. Le code CNP qui va vous permettre d'identifier. En fait, lorsque vous faites votre offre d'emploi, vous avez votre offre d'emploi à vous, ce que vous pensez qui est important, mais il faut aussi s'assurer pour savoir dans quelle catégorie est-ce que les gens appartiennent, c'est comparer ce que vous pensez que la personne elle doit faire chez vous et aussi les exigences réglementaires. Donc, dans votre tête, c'est peut-être un soudeur, mais lorsqu'on regarde le descriptif, on se rend compte, ah ben non, finalement, c'est un soudeur assembleur, selon les termes du gouvernement. Donc ça, c'est vraiment critique dans le processus de recrutement parce que Mhm. ça peut L'aligner rallonger ou raccourcir votre processus d'immigration. Puis aussi les salaires. Vous avez aussi la possibilité de regarder les salaires. Est-ce que c'est un salaire, parce que veut pas, on fait venir des gens et donc le gouvernement va exiger qu'on les paye au moins l'équivalent du plancher le plus bas. Donc c'est quand même bien d'avoir une idée pour chaque poste, c'est quoi les salaires en moyenne qui sont offerts. C'était juste ça que je voulais rajouter. Excuse-moi. Voilà. Donc, le processus. Alors, le processus, il peut être de 3 à 8 mois. 3 lorsqu'on est en mobilité internationale, 8 mois lorsqu'il peut y avoir certains éléments. Donc, on parle de l'affichage d'un poste lorsque le poste est mis sur les différents canaux. Lorsque vous n'êtes pas dispensé de l'affichage, le gouvernement va exiger que ces postes soient affichés sur certains sites clés sur lesquels vous devez vous inscrire. Donc, c'est pas une mauvaise idée déjà de le faire. C'est Job Canada. On pourra vous envoyer le lien un peu plus tard. Euh,
Nous, dans la démarche, faire les entrevues, c'est bien important de les faire en virtuel. Vous pouvez aussi avoir la possibilité de vous déplacer sur les lieux. Il y a les subventions qui vont vous permettre de vous rendre sur place pour faire les entrevues, ou vous pouvez travailler avec des cabinets comme nous ou d'autres qui vont avoir la possibilité de faire les entrevues pour vous. Mais également, et je pense que c'est un élément important pour des postes, on va dire, un peu plus sur le terrain, manuel, opérationnel, de savoir est-ce que la personne elle est capable d'opérer la machine qu'on a tous les jours dans notre commerce ou qu'on a tous les jours dans notre usine. Donc, faire des tests, ça peut être des vidéos, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos en temps réel, parce que c'est faire une vidéo mais avec un casque, et puis à la fin de la vidéo, il soulève le casque, on n'est pas forcément certain que ce soit la bonne personne. On a aussi la possibilité de faire des tests dans des environnements contrôlés. Une fois qu'on a l'offre d'emploi et que l'offre d'emploi est acceptée autant par le collaborateur et l'entreprise, c'est là que la démarche d'immigration démarre. Et dans la plupart du temps, on va demander de faire une étude d'impact sur le marché du travail. C'est une étude standard. C'est pas vous, je vous rassure, c'est pas vous qui vont devoir la faire. Votre consultant, si vous le faites à l'interne de A à Z, oui, ça sera à vous. Mais si vous le faites avec un avocat ou un consultant certifié en immigration, nous, ça sera nous qui la ferons. Par la suite, une fois que c'est fait, il y aura un examen médical qui devra être passé. Ensuite, un CAQ et permis de travail seront émis. Puis le petit point manquant, c'est au moment où le visa est mis dans le passeport de l'individu. Par la suite, l'arrivée au Canada, dépendamment de sa destination. Donc, c'est un processus, ce que ça veut dire, c'est que c'est un processus long et ça nécessite une certaine anticipation aussi. Dans la mesure qu'aujourd'hui, vous n'en avez peut-être pas besoin, mais il faut se projeter dans 8 mois. Dans 8 mois, je serai où dans 8 mois? Et c'est un peu ça la difficulté, je dois vous dire. Exact. Par contre, vous savez qu'il y a des postes qui sont toujours en flux tendu. Et donc, de démarrer aujourd'hui un processus de recrutement en sachant de toute façon des, euh, des électromécaniciens ou des commis de travail ou des ingénieurs, j'en aurais besoin quoi qu'il arrive. Je pense que c'est des postes assez simples. L'analyse au niveau de l'investissement est assez simple à faire. Mais sinon, vous avez le périscope que l'AQMAT vous propose, ce radar qui vous permet d'avoir une bonne visibilité sur les tendances. Je pense que ça peut vous être utile aussi pour votre planification de recrutement. Est-ce Oui, que je pense que certaines oui, vas-y, entreprises Alicia. Je m'excuse, Alicia. Vas-y. Oui, je voulais juste rajouter que les entreprises avec qui moi j'ai parlé, eux, ils disent, nous, on est perpétuellement en recrutement. On s'assure de recruter 1 ou 2 employés à l'international à tous les ans. Une fois qu'ils ont leur masse salariale qu'ils ont besoin, 1 à 2 personnes, au cas où qu'ils perdent quelqu'un, que ça soit un non-immigrant ou immigrant, mais ils sont perpétuellement en recrutement à ce niveau-là. Je voulais juste dire que dans le cas des commerces de détail qui sont avec nous en ondes en ce moment, chercher un conseiller vendeur, c'est continuel. Donc, on se trompe pas. Alors, on en a toujours besoin. Et puis, dans le cas des usines, la main-d'œuvre générale en usine, on ne se trompe pas. Donc, peu importe si ça va prendre 3 mois ou 6 mois ou 9 mois, si c'est pas lui, ça sera elle. Si c'est pas elle, ça sera lui. Mais on peut placer une demande, puis peut-être qu'on en recevra 2 ou on en recevra 3, puis on décidera si on les accueille tous. Mais je pense qu'on peut regarder chacun dans son entreprise. Il y a des corps de métier qui seront toujours en manque, en demande, et puis il n'y a pas trop de soucis dans ces cas-là. Puis peut-être aussi le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, parfois on n'est pas exact. C'est difficile d'être exactement matché aux besoins, mais si vous faites pas la démarche, c'est certain que vous n'aurez personne à ce moment-là. Ouais. Donc, est-ce qu'on est d'un point de vue entreprise, est-ce qu'on est prêt à prendre le risque de ne pas trouver quelqu'un pendant 3, 4, 5 mois? Souvent, la réponse parle d'elle-même. En fait. Je mentionne que certaines personnes ont de la difficulté à accéder au chat. Alors, prenez en note mon numéro de cellulaire, c'est le plus simple. Et puis, adressez-moi vos questions, vos transferts d'argent aussi. J'ai aucun problème avec ça. C'est le 514-984
21 83 984 21 83. Merci Rémi, je te redonne la parole. Oui, merci Richard. Donc, je voulais en fait revenir aussi sur certaines préoccupations qui reviennent souvent, qu'on entend par rapport aux entreprises, à savoir la problématique du logement. Est-ce que c'est une obligation ou pas de fournir un logement à un collaborateur? C'est pas une obligation légale de fournir un logement à un collaborateur, mais je pense que c'est une méchante idée de l'aider à trouver un logement lorsqu'il arrive parce que pour son travail, c'est important. C'est sûr qu'il y a des différentes techniques sur comment s'assurer que la personne peut trouver un logement. Euh, je laisserai Alicia te revenir. Je sais que tu as des idées, il y a des choses que tu veux nous pas. En fait, Ben non, peut-être je tu veux vais partager juste ça. dire que il y a certaines entreprises qui achètent des bâtiments, il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens, mais ce qu'ils vont faire à la place, c'est que l'entreprise va signer le bail la première année au nom de l'entreprise pour l'employé. Comme ça, la personne qui est le propriétaire Ouais. se sent à l'aise et au bout d'une année, ils vont transférer le bail. Et puis, c'est sûr que l'employeur va faire beaucoup de travail en avance et en amont pour s'assurer que la personne comprenne certains détails de comment vivre au Québec. Et la douche, il faut mettre le plastique dans la douche parce qu'on ne veut pas d'inondation, etc., pour sensibiliser la personne. Oui, Ouais. ici, je reçois un commentaire, Rémi et Alicia. On est dans un monde d'habitation, là. Les gens qui Oui. nous écoutent, ils vendent des matériaux. Souvent, ils sont promoteurs, constructeurs eux-mêmes, ou leurs frères ou leurs sœurs le sont. On est dans un monde du logement. Donc, en quelque part, le message que je comprends, c'est idéalement, on essaie de faciliter la vie des immigrants en leur procurant un logement. Ben, le plus simple, c'est de faire ce que je pourrais nommer une dizaine d'entreprises qui sont membres de l'ACMAT et qui ont vu à carrément construire, pas juste louer, construire des petits blocs appartements pour loger et les immigrants et d'autres employés, parce que c'est pas juste pour les immigrants, c'est souvent quand tu es en région éloignée, tu veux faire venir quelqu'un de la ville, ben aussi bien lui procurer un loyer. Il y a aussi une question qui vient de popper et qui est en lien avec le logement, c'est si on veut faire venir une famille parce que l'employé qu'on a visé, il dit, ben moi, j'aimerais venir avec femme et enfant ou avec mari et enfant et le chien et tout ça, on fait quoi? Ouais. Nous, c'est une très bonne question. Euh, Nous, en pratique, ce qu'on suggère, c'est d'abord de faire venir le travailleur et ensuite de faire venir la famille. Parce qu'on pense que c'est justement, ça va faciliter le processus d'intégration et de trouver de la place. Mais sinon, si c'est pas possible, évidemment, on a la possibilité de travailler avec des associations régionales, des associations communautaires. Dans chaque région, il y a des organismes dont la mission est d'accompagner, d'être le parcours immigrant au niveau du logement. Puis je vous dirais aussi que euh, c'est pas forcément un logement au complet qui est nécessaire. Souvent, on pense au logement, le 4,5, le 5,5. Euh, Dans certains cas, c'est une chambre en colocation. Pensez aussi en colocation, peut-être que dans votre voisinage, peut-être que Au dans la ville début, dans oui. laquelle vous vous situez, il n'y a pas peu de logements, mais est-ce qu'il y a des places disponibles? Est-ce qu'il y a des chambres disponibles? On met ça on regarde cette problématique avec ces lunettes-là, on se rend compte qu'on a beaucoup plus d'options qu'on ne pense. Il y a une entreprise qui est allée plus loin encore et qui a, j'ai pas encore sa permission d'en parler, mais peut-être qu'on le fera dans le magazine, qui a offert à ses employés d'accueillir les étrangers. Et puis finalement, c'est devenu un projet de involvement, d'engagement des employés pour accueillir leurs nouveaux collègues. Il est 14h50, on a fait à peu près la moitié de notre présentation, mais je vois que tout le monde est présent. Donc, avec la permission de tous et de toutes, on va quand même un peu excéder le temps qui était prévu. Alors, mais on va un peu accélérer sur les prochaines. N'oubliez pas, Rémi et Alicia, les gens, on va leur envoyer la présentation Oui, complète. Donc, bien on va sûr. peut-être aller à l'essentiel. Oui, je vais accélérer. Merci. Donc, si la personne arrive durant l'hiver, ben là, il y a une obligation de fournir des habits d'hiver lorsqu'elle arrive. Au niveau des assurances, comme il y a une transition avant d'être inscrit à la RAMQ, il y a une obligation de fournir une assurance privée les 3 premiers mois. Assurance privée, ça peut être la Croix-Bleue, hein, ça revient à 80 $ par mois. C'est pas, je veux juste essayer de relativiser. Souvent, les entreprises ont Mhm. cette exigence.
Billets d'avion, on en a parlé. Oui, Outils de travail, les deux derniers éléments me semblent importants d'un point de vue des entreprises. Outils de travail, dans certaines cultures, on l'a vécu, nous, au Maroc et au Vietnam, l'employeur fournit tous les outils de travail. C'est dans la culture de travail de fournir tous les outils. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'ici, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des outils de travail qui sont offerts, mais chaque employé doit acheter ces outils. Donc, c'est tout à fait faisable. Je pense qu'il faut juste bien le communiquer et bien l'anticiper. Et puis pour le licenciement, qui est de dire, mais Rémi, si jamais ça fonctionne pas ouais. et que la personne, on veut s'en séparer, c'est quoi les conséquences? C'est comme n'importe, c'est une job comme une autre, entre guillemets. Les conséquences, elles sont un peu plus humaines dans le sens que la personne peut être amenée Ouais, à rentrer au pays. ouais. Mais je vous dirais que si c'est fait de façon intelligente, il y a tellement de besoins ici que de le faire en coordination peut-être avec d'autres entreprises, de dire, écoute, donne-lui le temps de trouver quelque chose. On peut le faire de façon humaine, mais d'un point de vue légal, à partir du moment où vous décidez, strictement légal, de dire, ben, j'arrête, la personne doit rentrer. C'est Après, bon. d'autres solutions. Voilà. Donc, les meilleures pratiques d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre immigrante, là, je vais faire un survol. J'ai Ouais. développé un programme, comme j'ai mentionné, qui vient de l'étude. Il y a 7 étapes. Là, comme j'ai dit, c'est un survol. Chaque étape a plusieurs éléments. Chaque élément, après ça, est décortiqué dans mon guide. Mais en grosso modo, les 7 étapes, préparer un plan d'action, recruter de manière stratégique, préparer le personnel avant le jour J, élaborer un programme efficace d'orientation sur le lieu de travail et dans l'emploi. Souvent, quand on pense à l'orientation, on pense juste bienvenue, voici votre bureau et c'est tout. Mais en fait, non, il y a l'orientation à l'entreprise et à leur poste. 5. Assurer la gestion et le soutien de l'encadrement. 6. Faire le suivi et s'investir pour retenir les travailleurs. Et 7. Évaluer, adapter, répéter. C'est un cycle. Il ne faut pas penser, le programme d'accueil, ce n'est pas juste on commence à A et on arrête à Z. C'est un processus continuellement. Et puis, on ne va pas sortir avec un programme qui est parfait du jour au lendemain. Il y a toujours quelque chose à améliorer, à adapter. Chaque personne, chaque besoin, c'est toujours différent. Donc, il faut voir ça comme le développement continu. On est tout le temps en train de s'améliorer. Donc, étape 1, rapidement, un plan d'intégration. Il faut vraiment avoir un plan qui... Oh, ça a été... Il y a eu un petit coquille. C'est comme un plan d'architecture où ça décortique qu'est-ce qu'on va faire, étape 1, 2, 3, 4. Pourquoi est-ce que c'est important? Ben parce que dans le jeu, on sait, dans le jeu de tous les jours, on est tellement occupé, il y a des choses qu'on va oublier. Si on ne l'a pas noté quelque part, un checklist ou quelque chose, une liste, il y a des choses qui vont se perdre et puis c'est là où l'expérience employée va baisser en termes de qualité. Aussi, dans ce plan stratégique, de faire des partenariats avec différents organismes dans la communauté parce qu'on sait qu'en tant que PME, on ne peut pas tout faire ensemble. Ensemble, tout seul. On a besoin de le faire ensemble avec différents acteurs dans la communauté. Donc, parfois, si on sait qu'on a des gens qui vont venir du Vietnam, ben, est-ce que The Grocer, est-ce qu'eux, par hasard, ils ont de la nourriture qui peut faire venir du Vietnam, etc., et les mettre en contact pour voir comment on peut les accommoder, ainsi de suite. Un plan stratégique pour revenir à ce que Rémi disait, un plan, il disait, on va être où en 8 ans, en 8 mois? Bien, en fait, les entreprises, dans l'étude, eux, ils avaient un plan sur 4-5 ans, et puis ils prenaient le temps de partager le plan annuel régulièrement, trimestriellement ou bien annuellement. Pourquoi? Parce que quand on est dans un bateau ensemble, s'il y a une personne qui rame par là, et l'autre personne qui rame par là, qu'est-ce que notre bateau il va faire? Il va tourner. On veut s'assurer que tout le monde est dans le bateau en train de ramer dans le même sens pour savoir par où est-ce qu'on s'en va. D'avoir ce plan stratégique, ça permet à les employés existants et rentrants de comprendre par où est-ce qu'on s'en va et s'aligner. Après ça, la culture d'entreprise est très importante. Comme j'ai mentionné, j'ai un employé, grâce à la culture d'entreprise, il a dit, je ne prends pas l'emploi qui m'offre 50% de salaire de plus. Et c'est sûr qu'on a identifié nos valeurs, mais est-ce qu'on a identifié des comportements qui vont avec ces valeurs-là?
Donc, dans le cadre de l'étude, ils avaient des groupes de travail où ils ont identifié des comportements spécifiques et ils ont diffusé ça pour que tous les employés comprennent et sachent que, voilà, c'est à ça qu'on s'attend dès le premier jour et on travaille vers cela. Je pense qu'il y avait une question dans le chat, non? Non, c'est bon, mais je pense qu'il faudra essayer de synthétiser les étapes de la OK. série. Donc, recruter de manière stratégique, il faudrait, comme j'ai mentionné, diversifier les pays, impliquer les travailleurs qui sont existants dans votre entreprise. Pourquoi? Parce que la personne qui rentre va déjà commencer à connaître et apprendre avec qui est-ce que je vais travailler. Et si vous avez des immigrants dans l'équipe déjà ou des travailleurs étrangers temporaires, ils pourront parler de leur expérience pour rassurer la personne entrante. Les capsules vidéo, que ce soit de la communauté, de l'entreprise, après ça, utiliser ça pour l'intégration avant qu'ils arrivent. Voici l'appartement, à quoi ça ressemble, la machine, la laveuse, sécheuse, comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Leur communiquer le plan de soutien de l'intégration. Souvent, les entreprises vont dire, oui, oui, on va t'aider, mais la personne, elle reste là, oui, mais m'aider comment? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape. Donc, avant le jour J, comme Rémi a mentionné, on a plusieurs mois devant nous. Donc, commençons à l'utiliser. Faites une formation à votre personnel existant, la personne qui va être le buddy ou le coach. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quelles sont leurs responsabilités? Ne dites pas tout simplement, ah, toi, là, tu vas accompagner cette personne, puis c'est tout. Quel type de questions est-ce qu'ils ont le droit de répondre et quel type de questions est-ce qu'ils devraient référer au management, par exemple? Est-ce que les superviseurs ont besoin d'une formation leadership? Et aussi de sensibiliser les autres qu'eux, ils jouent un rôle important aussi. Et c'est pas que tu dois éviter la nouvelle personne immigrante chez toi. Parce que souvent, les gens vont dire, ouais, mais moi, la fin de semaine, je veux passer avec ma famille, j'ai pas envie de mélanger les deux. Mais de les sensibiliser au fait que juste discuter à l'heure du dîner, hey, salut, ça va? Ça va faire une énorme différence. Et c'est ça qui est sorti de l'étude. Les gens, ils ont dit, on veut parler. C'est là qu'on apprend sur le système d'impôt, le système bancaire, le système d'éducation. Comment est-ce que je fais? Juste dans le shop talk de tous les jours. Et aussi, ce qu'une entreprise, elle a fait, ils ont dit, nous, on va faire venir des Malgaches. Et ils ont dit, OK, bon, ben, on fait une présentation à toute l'entreprise. Voilà, le Madagascar, c'est là, le pays comme ça, la culture, la religion, la façon de faire, pour que les employés qui n'ont jamais vu des immigrants parce qu'ils étaient dans la côte nord, ils aient déjà une idée pour les préparer. Et d'utiliser aussi ce temps-là pour préparer l'immigrant entrant. Restez en contact avec eux une fois toutes les 2 semaines, comment ça se passe, vous en êtes rendu où, voici l'entreprise. Commencez à revoir le manuel d'employé, la façon de travailler, introduire les coéquipiers. Parce que moi, je peux vous dire quelque chose, vous pouvez dire quelque chose à votre équipe. Il y a beaucoup de choses qui se passent, ils vont oublier. Ça peut prendre jusqu'à 7 fois qu'on entend quelque chose pour le retenir. 7 fois. Je suis en train d'imaginer la tête des Nord-Côtiers quand ils apprennent que au Madagascar, tous les ans, ils ressortent leurs morts de terre, ils les nettoient et puis ils les remettent sous terre. Ça peut faire des échanges super intéressants. Je te redonne la parole, Lucia. Et tout à fait, ça permet d'avoir ces échanges-là et puis de juste préparer. Et imagine, cette personne arrive, elle doit pas juste apprendre par rapport à l'entreprise et le travail, mais toute la culture générale, ce qui se passe, comment ça fonctionne au Québec. Donc, vraiment, commencez tôt, faites-le régulièrement, repeat, repeat, repeat. Alicia, ce que j'ai envie de peut-être te proposer, parce que dans un souci de temps, je sais que c'est un sujet passionnant, que ça te passionne et que ça me passionne aussi, mais pour respecter le temps déjà qu'on a un petit peu dépassé, je crois qu'il y a, les informations que sont là dans le guide ici, les gens sont bien présentées, oui. Pourrais peut-être contacter Richard et puis par la suite, si on a besoin de développer, tu pourrais leur fournir l'information. Il y a aussi un site internet qui est disponible. Est-ce qu'il y a peut-être un élément, Alicia, sur lequel tu pensais essentiel il y a 2 choses ici. Étape 6 et 7. J'aimerais juste revenir à étape 6 rapidement. Pourquoi? Parce que le suivi, comme j'ai dit, répéter, c'est important. Souvent, le plan de donner de la rétroaction, ils vont le faire une fois quand la personne arrive, au bout de 3 mois et à la fin de l'année. En fait, ce n'est pas dans la présentation, il faudrait que je le rajoute, mais moi, je conseille le premier jour en arrivant, au bout de la première semaine, donc 5 jours.
15, 30 et ainsi de suite. Il y en a à des intervalles beaucoup plus serrés la première année parce que, comme j'ai dit, repeat, 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 les gens, ils ont besoin et ils veulent la rétroaction. La plupart de nos employés, ils veulent bien faire et de céduler ces moments-là, c'est très important. Et la deuxième chose que j'aimerais mentionner, c'est sur les politiques d'équité, de diversité. On a tendance de dire, oui, on a une politique. J'aimerais sensibiliser les gens au fait que il faut élargir notre définition de la De diversité. la diversité. C'est même si on a une équipe et c'est toutes des Québécois, il y a de la diversité dedans en termes d'âge, éducation, ce qu'eux, ils ont vécu. Donc, c'est important de commencer à sensibiliser les gens il y a de la diversité dans ce qu'on pense n'est pas divers, ou il n'y en a pas quand il y en a. Comme ça, quand il y en a d'autres, il y a des immigrants qui arrivent, on peut dire, well, it's an extension, c'est une extension. Nous, on est déjà une équipe diversifiée de différentes manières et ça, c'est juste une autre type de diversité. Comme C'est ça, bien. on ne cible pas. Donc, il faut que ça soit vraiment dans le sens large du terme. Et en dernier lieu, d'évaluer. Quand je dis évaluer, je comprends, on a une PME, on n'a pas forcément le questionnaire qui est électronique, qui va nous tout calculer. Oui. Les échanges, lorsque j'ai mentionné dans la dernière étape où on va se rencontrer à plusieurs reprises, c'est là où on peut apprendre et c'est des deux côtés, encore une fois. Ceux qui font l'intégration, quelle est leur expérience pour échanger? Qu'est-ce qui se passe bien? Quel outil est-ce qu'ils avaient besoin de plus? Et puis, la personne entrante aussi. Donc, c'est vraiment des deux côtés. Et au début, si ce n'est pas par écrit, ce n'est pas grave. On le fait oralement et puis on peut modifier et améliorer. Excellent. Merci. Alors, on va avancer et puis Oui. on est rendu à la dernière section là, de notre présentation d'aujourd'hui. Oui, mais en fait, Richard, moi, ce que je te propose, je pense que c'est assez bien documenté, l'approche. Oui. Donc, vraiment, On comprend le rôle de ouais, l'entreprise. notre solution, ouais, c'est ça. Vous pourrez regarder chaque étape. Si vous voulez, on sera disponible pour répondre. Oui, on Moi, peut ce qui est avancer important, les présentations rapidement. On va vous aider à comprendre vos besoins pour trouver vos talents. Vous pourrez prendre le temps de lire tous ces éléments qui sont une révision de ce qu'on a dit, mais ça va un peu plus loin. Également, les détails qui sont là au niveau financier sur ça, ce je pourrais qui le est... mentionner si tu Ben veux. Je peux voilà. le mentionner à la Oui, fin, les éléments financiers, les oui, subventions. OK. Je peux prendre la peine. Bon, Oui. ça, c'est dans notre approche. Vous pourrez regarder. Si vous avez des questions, on est disponible. Mhm. Si tu peux avancer, s'il te plaît. Oui. Encore plus loin. Plus loin un peu. Notre promesse, bon, c'est juste en 10 semaines, c'est de vous ramener quelqu'un dans le pipeline d'immigration. On vous propose, c'est bon, tu peux. Ça, c'est une proposition si on devait démarrer le 15 octobre. Quand c'est que vous pourriez vous attendre à avoir quelqu'un dans votre commerce ou dans votre usine? Je pense que juin 2024, c'est très réaliste. Les aides financières, sachez que Voilà. voilà, c'est les aides financières, il y en a quelques-unes. Euh, c'est pas des très gros montants, mais ça peut faire quand même une différence à la fin de la journée. La première, c'est au niveau des déplacements, des missions de recrutement d'une entreprise. Si une entreprise décide de se rendre au Maroc, faire au Maroc, au Vietnam, ou peu importe, au Madagascar, trouver des travailleurs, ben, le gouvernement va pouvoir rembourser jusqu'à 50% des frais de déplacement, jusqu'à 5 000 dollars par entreprise par année. On peut prendre 2 employés. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Au niveau des honoraires professionnels, le gouvernement va rembourser jusqu'à 1200 dollars. Je ne me souviens plus exactement si c'est 50 ou 40%, donc plutôt que vous dire le pourcentage euh, qui chaque année, le gouvernement va rembourser 1200 dollars pour les frais du consultant en immigration. Donc, il y a 1200 dollars qui peuvent être remboursés. Euh, il y a aussi un montant, 40% jusqu'à 1000 dollars par employé pour les frais de déménagement. Donc, si la personne, vous lui payez son billet d'avion, vous lui payez ses frais d'essence, de transport, etc., on peut aller chercher 40% jusqu'à 1000 dollars par employé. Donc, c'est quand même euh, individuellement, ça fait pas un gros montant, mais lorsque vous en faites venir 10, 15, 20, ça monte assez rapidement. Pour certains types d'experts, de connaissances ou de personnes qui sont considérées comme étant chirurgicales ou talent mondial,
il y a des congés fiscaux qui sont offerts au point de vue Canada, c'est important de le savoir. Euh, les mesures au niveau du prime, des subventions salariales au niveau du prime, ça c'est plus aujourd'hui, ça s'applique aux gens qui viennent avec un permis de travail ouvert. Donc, votre travailleur temporaire étranger, il va venir avec un travail de permis fermé. Donc, lui, il ne sera pas admissible à la mesure. Par contre, son conjoint ou sa conjointe qui viendrait avec lui, automatiquement, eux ou elles bénéficient ou ils bénéficient de cette mesure-là. Alors, cette mesure, elle permet d'aller chercher 50% du salaire jusqu'à hauteur de 25 000 $. Et là-dedans, on a le salaire, puis on a une formation d'impôt. Voilà quelques éléments. Vous n'êtes pas. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a quand même des mesures qui peuvent sensiblement réduire le prix, vous aider à absorber la facture pour faire venir vos travailleurs étrangers. Pour moi, ça conclut. Richard, je te cède la parole. Oui, ben, il me reste à dire merci à Alicia et à Rémi. Nous allons offrir à 5 entreprises un rabais de 25% sur les honoraires professionnels de la firme. Vous avez les 2 adresses courriels de nos experts. Vous pouvez leur écrire pour comprendre ça leur coûterait, qu'est-ce qu'ils économiseraient. On vise à avoir une première cohorte de 5 entreprises qui participent à l'accompagnement au coaching du groupe Ngram. Puis quant à l'ACMAT, on a 2 opérations qui s'en viennent. Une qui est pour les commerces de détail, l'autre qui est pour les manufacturiers. Qui dit commerce de détail dit forcément dans le monde de la francophonie, parce que pour travailler comme conseiller vendeur ou en fait, peu importe le job à l'intérieur d'une quincaillerie, il faut idéalement peut-être pas maîtriser, mais être relativement confortable avec la langue. Alors, cette opération-là se ferait sur Casablanca, au Maroc, ce qui veut dire que les gens ciblés ne seraient que des Marocains. Ça peut venir de toute la sous-région. Est-ce que ça veut dire que c'est un groupe de gens d'affaires qui partirait sous l'égide de l'ACMAT en collaboration avec Ngram vers Casa? Pas nécessairement. Ça peut être virtuel, tout ça. Et puis, donc, on vous revient avec les détails. Ce sera dans le programme d'activité 2024 de l'ACMAT. Quant aux manufacturiers, aux distributeurs, on est en train d'identifier un trade show, un grand salon qui aurait l'avantage d'attirer de la clientèle du sud-est asiatique. Et donc, ça risque fort d'être au Vietnam parce que on va pas vous cacher que du côté de la Chine, les relations diplomatiques avec le Canada sont pas excellentes. Ça s'est légèrement gâté avec l'Inde, mais l'expression qui est à la mode, c'est de parler du VIP, c'est-à-dire du Vietnam, de l'Indonésie et des Philippines. Alors, vous êtes membre de l'ACMAT, pourquoi ne pas vous offrir un service VIP sur 3 ans, Vietnam et puis Indonésie et Philippines, peut-être dans cet ordre. On commencerait sans doute par le Vietnam parce que les atomes sont bien crochus, les planètes sont bien alignées pour différentes raisons. On entend parler d'une mission de l'équipe Canada en avril 2024. On essaierait non seulement de s'y greffer, mais d'avoir une thématique rénovation-construction importante. J'enlève mon chapeau de l'ACMAT, je mets celui de Bienfait ici pour vous dire que on va essayer d'avoir un pavillon canadien à l'intérieur du salon qu'on choisirait. Alors là, dans ce cas de cette mission, ça risque d'être beaucoup plus la recherche de débouchés, donc de clients pour des produits faits ici qui pourraient trouver preneur là-bas, trouver des agences de représentation là-bas pour nous, pour parler en notre nom, ou bien des sous-traitances, des partenariats de production, de production de composants pour trouver des alternatives à la Chine ou à l'Inde où ça se complique. Voilà, ça termine notre présentation. Je regarde rapidement s'il y a d'autres personnes qui nous ont adressé des questions. Quelqu'un dit « Voyage VIP, 3 voyages, 3 ans, je suis partante ». Alors, on a déjà quelqu'un qui est prêt à acheter ses billets d'avion. Alicia et Rémi, on avait tellement de choses à dire, on a écourté, mais on va se rattraper par les autres médias. Merci beaucoup à tout le monde. Vous êtes
tous et toutes, surtout, rester en ondes. On est désolé pour le petit bug qui vous a empêché de chatter, d'échanger avec nous, mais restez proche de votre ordinateur avant le souper. Vous recevrez la présentation et l'enregistrement. Puis on vous revient avec des détails sur la cohorte pour les 5 entreprises, ainsi que les 2 projets d'activité pour 2024. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci Richard, merci tout le monde.